Bonjour à tous et bienvenue dans la palette du DS. Nous allons nous amuser à revivre la course de l'intérieur des championnats du monde qui s'est déroulé le week-end dernier en Belgique. Le déroulé de cette vidéo, tout d'abord la victoire d'Alaphilippe, revenir un peu dessus, ensuite la stratégie française, bien huilée, bien montée par le directeur sportif Thomas Voeckler. Par la suite nous parlerons de la stratégie belge, une offrande aux Français, les surprises et les déceptions de ce championnat du monde, un petit clin d'œil au public belge et nous finirons par une projection sur les courses à venir telles que Paris-Roubaix ou encore le Tour de Lombardie et un petit point sur les transferts actuels. Alors passons maintenant à la victoire d'Alaphilippe, donc je dis en patron avec le panache, tout à fait, on l'a vu attaquer de nombreuses reprises sur le circuit. Là je parle de 5 attaques tranchantes, mais il y a aussi tout le travail qui a été fait avant par les équipiers. Donc avec le panache, il a attaqué, on sait que c'est un spécialiste des efforts courts sur 30 secondes. On l'a vu capable de faire de gros écarts sur différentes courses, comme la Flèche Wallonne qui lui correspond parfaitement. Et là cette fois-ci, bah on voit que voilà, il est imbattable à ce niveau-là. Les boss du parcours l'ont peut-être pas favorisé plus que ça. On sait que un peu plus de pourcentage et peut-être un peu plus longue aurait pu l'aider un peu plus, comme on avait vu à Imola, en fait, tout simplement. Là, cette fois-ci, c'est des bosses un peu plus courtes et moins pentues, donc on était un peu mitigé. On s'est dit ça correspondra peut-être plus à Van Aert, plus à Van Der Poel, mais Alaphilippe fait le travail, très beau travail. Un merci aux équipiers, bah oui, je pense qu'on peut remercier Cosnefroid, on peut remercier toute la sélection française de Thomas Voeckler, parce que de toute manière, la course a été construite ensemble, c'est-à-dire qu'on voit que y a du travail derrière. Cosnefroid fait le travail d'usure, il piège un peu les Belges d'ailleurs, on reviendra dessus après. Et Alaf sort avec le maillot. La force mentale, je vais en parler parce que il fait quand même une préparation des championnats du monde qui est plutôt moyenne, c'est-à-dire qu'en fait sur le Tour de Grande-Bretagne, il est battu tout le temps par Van Aert, alors que c'est des bosses qui sont censés plus lui convenir. Voilà, il est censé faire des résultats. On était à 1 ou 2 semaines des championnats du monde, donc on voit ça, on se dit oula, Alaf il est pas si frais. Je trouvais qu'il manquait de fraîcheur, de punch. Et là, d'un coup, il a tout retrouvé et c'est Philippe qu'on adore. Ouais, donc une pensée. Il pensait surtout que c'était sa dernière course avec le milieu de champion du monde. On a vu faire des différentes déclarations. On n'était pas très rassuré par ça. Et finalement, bah voilà, il s'en sort, et il s'en sort largement puisque je pense que c'était le plus fort et le maillot est amplement mérité en vue du panache du français. Passons maintenant à la stratégie française bien huilée. Pourquoi? Bah on va revenir sur les différentes étapes de cette stratégie. Tout simplement à 180 km de l'arrivée, dans le parcours qui ressemble un peu à celui à ce parcours flandrien, pardon. Voilà, donc là-dessus, on a une attaque à 180 km de l'arrivée de Cosnefroid, qui est suivie par Evenepoel. C'était la consigne qu'on avait donnée à Evenepoel, c'est-à-dire de suivre toutes les attaques, de laisser personne sortir. Et à 180 km, Cosnefroid fait le travail, la première attaque, et on se dit quand même, oula, on est à 180 km de l'arrivée, que font les Français, à quoi ils jouent? Il y avait déjà eu une attaque d'un Français avant. On se dit, tout ah là là, on est un peu mitigé, c'est un peu fou, et Vauclair l'a bien dit après, il a dit je voulais qu'on nous prenne pour des fous, et c'est un peu ce qui s'est passé. Suite à cette accélération de Cosnefroid, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe qui va se former devant, en contre, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même une échappée matinale, et ce contre est quand même dangereux. On va voir Asgreen, il y a Evenepoel, il y a Cosnefroid. Faut rappeler qu'Evenepoel il a un coéquipier, la team de Leclerc. Donc suite à ce groupe dangereux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une obligation pour les Italiens de rouler. C'est-à-dire que là ils sont piégés, ils ont pas un mec devant, donc forcément il va falloir essayer de rouler. Il y a les Anglais aussi qui étaient piégés à ce moment-là, et donc ils se mettent à rouler, il y a commencé à mettre la machine en place. Le fait que les Italiens roulent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que avant de revenir sur le parcours dans Louvain, la boucle dans Louvain, il va y avoir un regroupement général, donc à 125 km de l'arrivée, un regroupement général, on va passer sur la ligne. Et ensuite, 30 km plus tard, on a une attaque d'Ivan Garcia Cortina qui secoue une nouvelle fois le cocotier et qui saute dans la roue. C'est Evenepoel. Voilà, donc Evenepoel va encore faire des efforts. Et ça va donner lieu à une nouvelle échappée avec cette fois-ci Van Baarle, Evenepoel, Badoise, Badjoli, Garcia Cortina, Polite. Donc c'est une échappée aussi dangereuse et qui va prendre un peu d'avance jusqu'à 1 minute, voilà, qui va rester devant
Voilà, et cette fois-ci, derrière, on sait pas trop comment s'organiser parce qu'on se dit, il y a un coureur de chaque grosse équipe devant, c'est un peu craignos, quoi. On se dit, bon, après, ils étaient quand même loin de l'arrivée. On arrive dans un mont flandrien pavé, qu'est-ce qu'on a? On a d'un coup Alaphilippe qui va planter une attaque assez violente d'ailleurs, puisqu'on est à 60 km de l'arrivée. Et là, Alaphilippe qui sort le grand jeu, qui attaque là où on attendait Van Aert, on attendait Van Der Poel. Et bah, c'est Alaphilippe qui sort à 50 km de l'arrivée. Cette attaque va donner lieu à un groupe de poursuivants. Voilà, un groupe de poursuivants avec les Van Aert, les Badjioli, Colbrelli, Nizzolo, Madouas, Sénéchal, Sénéchal qui fait forte impression d'ailleurs. Voilà, et ce groupe va se retrouver, le peloton surtout va se retrouver coupé en deux, c'est-à-dire qu'on aura une partie avec les leaders, donc ceux que j'ai énoncés, et par la suite, un groupe avec plus d'équipiers et de outsiders qui se sont fait piéger dans la bosse. Entre la photo que vous avez au centre et la photo qui est à droite, il y a une attaque d'Alaphilippe dans un mur où il n'y a que Colbrelli qui arrive à le suivre, et ensuite Evenepoel ramène tout le monde. On sait que Van Aert demande à Evenepoel de rouler jusqu'au dernier tour dans Louvain, ce que va faire le Belge. Il va battre un travail de bûcheron sur ces championnats du monde. C'est lui qui se livre complètement pour son leader. Il va être un peu aidé de Badjioli. Et on va arriver donc dans le dernier tour à Louvain avec donc l'attaque de Julien Alaphilippe dans l'avant-dernier tour, pardon. Il va être emmené par Madouas, on est dans la côte du Lavoir et on va avoir une attaque de Madouas suivi par Alaphilippe. Et Alaphilippe va ensuite contrer, dans la roue de Madouas quand il attaquera Alaphilippe, et Alaphilippe va ensuite lancer son attaque. Il va faire un premier trou, ça va revenir derrière, mais ce qu'on voit, c'est que Van Aert n'est pas là. Ce qu'on voit, c'est que Van Der Poel ne peut pas suivre non plus. Pidcock a aussi le cœur dans la boîte à gants, je pense. Et on voit que c'est pas forcément les hommes les plus forts des championnats du monde. Colbrelli est un peu juste. Voilà. Et ensuite, dans la côte de Saint-Antoine, donc la côte qui mène à la ligne d'arrivée, on a Alaphilippe qui va lancer une ultime attaque, voilà, la 5e, toujours avec le punch qu'on lui connaît, une attaque puissante, et on va voir que cette fois-ci, il va faire le trou. Le trou va s'agrandir au fil des kilomètres, il va y avoir un contre avec Stuyven et Valgren, mais on voit que là, ça sort, et que Alaphilippe, voilà, dans son style caractéristique, va venir exploser, le groupe, va faire exploser tout le monde, et puis va réussir à s'en sortir tout seul. Et on connaît la fin bien heureuse, c'est celle d'Alaphilippe qui s'impose en patron et au panache devant le public belge, et qui vient confirmer que finalement il est encore en forme, et que malgré les mauvais résultats sur le Tour de Bretagne avant, il est capable de gagner encore et de prolonger avec le maillot arc-en-ciel un an. Une offrande belge aux Français, je vais m'expliquer. La stratégie belge, je trouve qu'elle n'a pas été dans le sens de leur leader, c'est-à-dire qu'on a un Van Aert qui est capable d'aller vite au sprint, qui devait se sentir un peu moyen, il a dû le communiquer, et au moment en fait où le groupe se coupe en deux suite à l'attaque d'Alaphilippe dans le Mont-Pavé, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des équipiers qui sont dans le groupe derrière. Et Van Aert demande à Evenepoel de continuer à faire le trou, ce qui fait que au début on va avoir 30 secondes, 40, 50, et au bout d'un moment, le groupe derrière, qui était je pense quand même de 50 coureurs, c'était quand même un bon groupe, même plus je pense, va être complètement hors de portée et ne va jamais revenir sur ce groupe de tête. Ce qui va faire qu'on se retrouve avec des leaders, pas d'équipiers, et du coup derrière, s'il y a une attaque, qui va rouler? Donc Van Aert dit à Evenepoel, tu roules, comme ça on évite les attaques, tout ça. On arrive dans les 2 derniers tours à Louvain, Alaf attaque, et là, il y a du marquage, par exemple avec Van Der Poel, je pense qu'il y avait un peu de marquage, avec Colbrelli, on sait que voilà, Colbrelli est capable de bien compter ses efforts, on avait vu sur le championnat d'Europe. Voilà, les équipiers sont morts, Evenepoel est largué, Badjioli aussi, ils ont fait leur taf. Donc voilà, donc il y a du marquage. Et je pense que s'il y avait eu un peloton peut-être plus conséquent, si Evenepoel n'avait pas, si Van Aert n'avait pas dit Evenepoel de dire écoute, là tu laisses pas rentrer, il aurait pu avoir un groupe plus conséquent, et on aurait eu ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire un gros groupe avec des équipiers. Et si Alaf sort, il y a les équipiers qui roulent, voilà. Et voilà, là je pense que c'est une erreur dans la stratégie belge.
Après là, voilà, Evenpool a ensuite remis en cause la stratégie en disant oui, je pense que j'étais fort, je pouvais gagner. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est un peu d'ego, un peu de d'ego de la part d'un petit coup d'ego de la part d'Evenpool. Je pense que voilà, là-dessus, il y avait peut-être mieux à faire. Voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire. C'était peut-être. Bon, après, c'est sûr que quand on est, c'est facile à dire une fois qu'on a revu la course, revu les images, tout ça. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait le jeu des Français en limitant les retours des équipiers, parce que du coup, il y a eu du marquage. Après, je pense qu'Alaphilippe était plus fort quoi qu'il en soit, mais voilà, ça aurait peut-être été une course différente. Van Aert est capable de gagner au sprint, donc il fallait utiliser, je pense, cette carte-là. Voilà. Et puis bah, derrière, on a cette déception à domicile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Belge sur le podium, et c'est Stuyven qui vient faire quatrième. Voilà, donc c'est une grosse déception, mais je pense que voilà, si jamais Evenpool avait peut-être s'était peut-être relevé, la course aurait été un peu plus différente, et voilà, le retour des équipiers aurait peut-être permis une meilleure gestion, bah, des attaques. Et là, bon, après Alaf c'est le plus fort, donc il n'y a rien à dire. On va revenir sur les surprises et les déceptions de ces championnats du monde. Je parle des plus, bien sûr, Sénéchal qu'on a vu en grande forme, on l'a vu dans l'attaque d'Alaphilippe dans le Mont-Pavé, il était capable d'être au contact. Voilà, alors pourtant Alaphilippe c'est quand même des attaques bien violentes. Donc on commence à se dire tiens, semaine prochaine Paris-Roubaix, Sénéchal est en forme, c'est intéressant. On a aussi Evenpool qui fait une course, je trouve admirable en tant qu'équipier, vraiment il fait le taf, il a pas bronché sur le vélo. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on aime, c'est des coureurs qui se dévouent pour leur leader. Voilà, et là il l'a fait à bloc. Une belle course collective française. Hein, on a vu les attaques de Cosnefroy, voilà, et Julien Lafilippe bien encadré par Madouas et Sénéchal. Ils sont encore trois dans le dernier groupe de leaders. Enfin, c'est une belle, puis c'est aussi la bonne forme des coureurs français. Et puis la stratégie de Thomas Vauclair qui est impeccable. Grosse forme des Flandriens, oui. On parle de Van Barle qui fait 2, on parle de Valgren qui fait 3, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais ils sont sur le podium, les deux. Stibar qui fait 4, Nils Politt qui a été dans les coups, qui a été un peu plus en retrait, mais je crois qu'il fait dans les 20 premiers. Et Stuyven qui fait 4, donc on commence à se dire, ah, la semaine prochaine, on sent que c'est Paris-Roubaix qui approche, puisque les Flandriens sont en grosse forme. Ça promet pour la semaine prochaine. Les moins, ouais, les moins, j'ai envie de dire Van Der Poel qui a été un peu juste. Après, on savait qu'il allait manquer de rythme forcément, puisqu'il y a eu sa chute cet été au championnat du monde de VTT. Donc voilà, donc on commence à se dire tiens, aux Jeux Olympiques pardon de VTT, et on commence à se dire bah tiens Van Der Poel, ça commence un peu à coincer. Peut-être la saison est longue. Van Aert qu'on a vu, bon, un peu juste. Je sais pas comment il va se passer par rapport à Paris-Roubaix qui est la semaine prochaine. Mais bon, va falloir rectifier certaines choses, je pense, au niveau de la préparation. Bon, il n'a qu'une semaine, donc il faut se dépêcher. Et les Italiens et leur attentisme, bah voilà, il y a eu. Alors, il y a aussi peut-être la notion de forme, mais voilà, Colbrelli qui saute dans les roues, voilà, ça les a peut-être un peu piégés dans la course. Bon, bah Joly est venu filer un coup de main à Evenpool, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les Italiens qui ont tendance à pas trop entreprendre les choses, bah peut-être que là, ils ont joué un peu au con parce il y avait Colbrelli et Nizzolo dans le groupe de tête et il y en a vu, il n'y a pas eu grand-chose de spécial, donc voilà, voilà. Alors un petit merci au public belge. Donc je sais que bon, il y a eu des petites avec Alaphilippe, où il y a eu bon des petites altercations, des petits doigts, bref. Voilà, des jets de bière, c'est un peu, enfin forcément sur les millions de personnes qui étaient là, il y a forcément des cons, mais voilà, que ce soit course féminine, les espoirs et même les juniors, il y avait du monde au bord des routes, puis une ambiance comme ça, là, comme ici, comme le montre l'image dans la côte du Pressoir. Je crois que c'est Pressoir, j'ai dit la voir toi, mais je crois que c'est Pressoir. Voilà, oui, voilà, une ambiance de dingue. Voilà, on imagine d'ailleurs que bon, pour les coureurs, c'est énormément galvanisant. On voit beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des petits signes de main, que ce soit sur contre-la-montre en disant à Ghana de ralentir. Ça a été pareil pour Alaphilippe. Voilà, c'est des choses marrantes. On a vu qu'Alaphilippe a pu célébrer avec le public belge en faisant un ou voilà. Donc c'est des choses qui sont positives. C'est le vélo qu'on aime voir, je viens de vous dire. Et moi, j'ai trouvé ça dingue. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas eu une course avec autant de frissons, tout ça, à écouter quand ils passaient les cours, à les écouter, enfin quand il y avait le son et que il y avait le son du public, il y avait que le son du public dans les bosses, c'était impressionnant. Ça. Même devant ta télé, t'as des frissons, quoi. Donc c'est incroyable, il y a rien à dire. Voilà, donc un grand merci au public belge, même si bon, je pense qu'ils auraient aimé voir un Van Aert sur la plus haute marche du podium. Bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais voilà, un grand merci à eux, ça a été magnifique.
On va se projeter un peu sur Paris-Roubaix qui sera maintenant dans 2 jours au moment où où je tourne cette vidéo, et le Tour de Lombardie qui est un peu plus tard. Alors, est-ce que Sénéchal est prêt à relever le défi? On l'a vu gagner une classique belge la semaine d'avant les championnats du monde. Et là, il fait une très belle performance au championnat du monde, il fait une très belle course. Donc moi, j'ai envie de vous dire, oui, il est prêt à relever le défi. Je pense que du côté de Quick-Step, il va être bien entouré. On sait qu'il y a Asgreen qui est en forme aussi, Asgreen qui a fait un beau champion du monde, qui a pris part à certaines attaques. On sait qu'il y a Stibar qui fait quand même 4. Non, 5, qui fait 5. Donc là, on se dit, ah oui, donc les coureurs de Kevin Quick-Step sont en forme, c'est Michel aussi. Donc je pense que va falloir se méfier du français sur les championnats du monde, sur Paris-Roubaix, pardon, et on va voir ce que ça va donner. On a vraiment hâte de voir tout ça. À voir contre qui, quelle adversité. Van Aert, pourquoi pas, Van Der Poel. Et puis j'ai mis Valgren et Van Baarle parce que forcément ils sont en grande forme, hein, parce qu'il fallait quand même le faire, de sortir du groupe et d'essayer de rejoindre Alaphilippe à 3. Là, c'était quand même fort. Donc je pense que voilà, il y a aussi Stuyven qu'on a vu qui était capable peut-être. Donc faut voir comment ça va se passer sur Paris-Roubaix la semaine prochaine. On espère avoir du spectacle. Je pense que en vue de la saison usante et fatigante, vraiment, les coureurs, je pense qu'ils vont arriver un peu cramés. Et je pense que très tôt dans la course, on va voir des choses. Et je pense qu'il y aura énormément d'écart entre les coureurs quand on voit la saison de dingue qu'on a eue. Et puis voilà, on sait aussi avec les règles Covid, tout ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup de coureurs disent que c'est usant, tout ça. Donc forcément, je pense que d'un autre côté, on va avoir une belle course sur Paris-Roubaix. Je vous conseille d'être devant votre télé en ce dimanche. Voilà, donc on va bien voir. On a vu en plus les secteurs qui ont été réaménagés un peu, trouver d'Arambert, tout ça. Donc on a hâte de voir cette course. J'ai mis la photo de Gilbert parce que c'est marrant, ça c'est quand même le tenant du titre, donc c'est pour vous dire que ça remonte un bout de temps, puisque maintenant il est chez Auto Soudal. On va voir lui aussi, il va être engagé. On va voir ce aussi lui, comment ça va se passer. Mais voilà, on a hâte d'être dimanche. Alors, Alaf sur le Tour de Lombardie, donc oui, c'est sûr. Je sais qu'il y aura Evenpool. Apparemment, il y aura Evenpool. Maintenant, est-ce que difficile de dégager un autre favori? C'est exactement ça. Hein. Mis à part, quand on voit la course qu'Alaphilippe a fait sur le championnat du monde, on peut pas se dire ah, le Tour de Lombardie, non. Non, il va pas gagner le Tour de Lombardie. Non, c'est pas possible. On voit très peu de coureurs capables de battre Alaphilippe. Surtout qu'il y a des. Alors, on sait que la descente où Evenpool est tombé l'année passée, on sait elle y est plus cette descente. Mais c'est dommage, oui. Bon, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est une course qui lui correspond aussi parfaitement, peut-être un peu plus que les championnats du monde, avec des pourcentages un peu plus raides, tout ça. Donc c'est une course intéressante à voir. Je vous invite aussi à être devant votre télé ce jour-là. Et puis on va voir, je crois qu'il y aura Nibali, peut-être Valverde. Voilà, il y aura peut-être d'autres coureurs, je sais pas qui encore, il n'y a pas eu encore trop d'informations sur qui sera sur le Tour de Lombardie, peut-être Bernal, je sais pas. Voilà, il va falloir voir qui va être capable d'aller chercher à la Philippe. Donc voilà, Evenpool va devoir peut-être soit se muer en équipier, soit ils vont jouer les deux cartes, on va voir, parce qu'Evenpool est en grande forme. Et étant donné qu'il a pas gagné au championnat du monde, enfin qu'on lui a pas donné l'opportunité de gagner, il va peut-être dire à Lefebvre, écoute là, moi j'ai bien envie de jouer ma carte. Donc on verra, c'est deux belles semaines qui arrivent là, Paris-Roubaix, Tour de Lombardie, ça va être magnifique. Faut profiter de ces derniers instants vélo là. Alors on va finir sur une petite page transfert et les petites news de cette semaine. On a vu que il y a 2 semaines, Moscon n'allait pas prolonger chez Ineos. Et voilà, on le retrouve maintenant dans l'équipe Astana, l'équipe kazakh. Donc on va bien voir ce que ça va donner avec Lopez, tout ça. On va voir, ça serait un beau mercato de la part de d'Astana. Mais bon, on sait que Moscon c'est un coureur apolémique qui a tendance un peu à foutre le bordel lui aussi. Lopez, on l'a vu, sur cette Vuelta, lui aussi est capable de foutre un peu le bordel. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est pas mal. Je pense que pour Astana c'est bien et pour Moscon c'est bien. Moscon qui était chez Ineos, c'était un peu dans l'ombre de certains grands coureurs qui viennent de sortir ces dernières années. Je pense à Pitcock, tout ça. Même Van Baarle qui est très fort. Moscon, on l'a rarement vu jouer sa carte. Donc je pense que chez Astana, il aura sa place. En plus, avec le départ d'Aramburu chez Movistar, je trouve ça c'est intéressant parce que Moscon et Aramburu, c'est un peu le même profil, puncher, qui va un peu vite au sprint, qui est capable de faire des belles classiques. Donc voilà, donc je pense que chez Movistar, que chez Astana ça va être bien, mais surtout Aramburu chez Movistar, je pense que ça correspond au recrutement Movistar, c'est-à-dire des coureurs espagnols
et un peu dans le profil qui s'est grimpé. Voilà, pour accompagner un Valverde en montagne ou un Henrik Mas. Dumoulin chez Bike Exchange, pourquoi pas? Alors c'est pas officiel, on sait qu'il y a eu des prises de contact des deux parties. Voilà, moi je pense que ça serait pas mal pour Dumoulin, étant donné qu'il sort d'une saison un peu compliquée. On sait qu'il avait fait une coupure par rapport à une éventuelle dépression, un petit burn-out. Voilà, je pense que Dumoulin, alors il a quand même bien fini, hein, il est revenu un peu en forme, on l'a vu pas mal faire l'équipier, tout ça sur certaines courses. Là maintenant, voilà, Dumoulin serait peut-être l'occasion de profiter un peu, peut-être essayer d'être leader sur certaines courses. On sait que Paquet-Chen, ils sont pas non plus des tonnes de leaders, donc forcément, il va pouvoir jouer sa carte sur certaines courses. Être équipier de Yates, peut-être des fois être Yates, être équipier de Dumoulin, ça va être intéressant. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant pour lui. Après, on sait que chez l'Auto Yumbo, il y a beaucoup enfin chez Jumbo Visma, il y a beaucoup de départs. Il y a Bennett qui part, donc ça fait un général en moins pour Primoz Roglic, mais voilà, je pense que Dumoulin, je pense que ce serait une bonne chose d'aller chez Baketchen, il y aurait peut-être un peu plus de place. On a ensuite Izagirre chez Cofidis. Alors ça, je pense que c'est super pour Cofidis. Voilà, c'est une belle recrue. Voilà, je pense que le coureur espagnol, voilà, il a encore quelque chose à faire, quelques courses à gagner. Puis on sait que on a la montée de Guillaume Martin un peu en ce moment, qui a fait une belle Vuelta, un beau Tour de France. Voilà, je pense que si on lui donne un peu plus de temps et d'expérience, il va être capable de faire de beaux résultats, le français. Donc Izagirre pour l'équipe, pour l'épauler, ça serait une superbe chose. Nibali qui gagne sur son tour national, enfin tour national, enfin non, pas vraiment, enfin son tour de chez lui, quoi, le tour de Sicile. Il a gagné la quatrième étape et s'est adjugé le général, donc coup double pour l'Italien, le requin de Messine. Voilà, donc on sait qu'il n'avait pas gagné depuis 2019 quand même, donc ça, c'est une victoire qui doit lui faire du bien. Voilà. Et puis Valverde retour gagnant malgré une chute. Ah ouais, alors ça c'est un peu le gag. On a vu que en fait il gagne la course et derrière il se casse un peu la gueule. Voilà, donc rien de grave apparemment, mais on sait qu'il s'est fracturé la clavicule sur le Tour d'Espagne, la Vuelta. Donc il était en forme, donc c'est bien de le voir gagner. C'est pour ça que je me le permets de le mettre, pourquoi pas, dans un outsider, voire même un favori au Tour de Lombardie qui va se dérouler dans 1 ou 2 semaines. Et voilà, je pense que voilà, en tout cas c'est super pour lui. Superbe victoire, voilà, au sprint. Enfin, au sprint, c'est dans une bosse, mais au sprint. Et voilà, je pense que Valverde a encore quelque chose à montrer sur cette année ou l'année prochaine. Il n'est pas vraiment fini. Bon, quand est-ce que Valverde sera fini, on n'en sait rien, ça. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec le débrief du DS pour Paris-Roubaix. Il y aura aussi une vidéo pour le Tour de Lombardie. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce contenu vous plaît. Et voilà, on va être invité à se revoir pour de nouveaux débriefs. À la semaine prochaine.